son. Merci le monde sur le live. Bon, le son avait pas ouvert. Bon, ben écoute, je suis en train de dire comment on fait notre premier million, mais regarde, si on l'a pas entendu, on l'a pas entendu. C'est des choses qui arrivent même après 407 épisodes. Comment ouais, c'est ça, fait que il neige, journée de tempête de de neige, une petite heure pour s'en revenir à Montréal, on savait pas que si ça allait être correct ou non finalement. Ouais, non, ben c'est ça. La petite histoire, c'est que je partais de Montréal, évidemment. Puis je t'ai texté pour voir de quoi ça avait l'air ici. Puis tu me disais que tout était bien beau, tandis que moi, c'était vraiment bumper à bumper. Chris, on n'est pas loin, là. Non, on n'est pas loin. Ben c'est ça. Comme je te disais, juste avant qu'on commence, man, moi, c'était bumper jusqu'au Pont Champlain. Un coup, le Pont Champlain passé, c'était bien smooth. Yes. On est là. Fait qu'on est là, puis aujourd'hui, un petit épisode spécial pour parler des 20 ans de Dukes of Hazzard, man. Gros album que vous aviez sorti en 2004, à 2003. Ouais. Je pense que... man, là, c'est ça, je voudrais pas... Un des deux, non, je pense qu'il est sorti en 2003, puis c'était pour ça qu'il fallait absolument qu'il sorte avant la fin de l'année de 2023. Mais tu vois, ce que je sais pour sûr, j'ai retrouvé des vieux flyers dernièrement, puis on avait fait le lancement de l'album en 2004. OK. Fait que, tu sais, là, on parle de peut-être justement faire un show pour célébrer le 20 ans, puis la sortie du vinyle, puis tout ça. Puis, ben là, ça serait officiellement, mettons, 20 ans après le show de lancement. OK. Nice. C'est 20 ans, tu pensais-tu faire encore de la musique 20 ans plus tard encore? Hein? Non, man, pas tout. Pour de vrai, ce que je me souviens, c'est qu'au début de ma vingtaine, à un moment donné, je me suis dit, OK, si à 26 ans, je vis pas de ça, on oublie ça. Mais clairement, en 2003, je pense que j'avais 27 ans. J'ai jamais réussi à vivre de ça. Mais ça marchait quand même, pareil, 22. Vous avez eu un bon succès quand même au Québec. Puis, cet album-là, c'est l'album qu'on a vendu le plus. Ça, c'est encore dans le temps des CD, clairement. Bien avant streaming et tout. Puis, tu sais, je me souviens pas exactement du nombre de copies, mais ce que je me souviens très bien, c'est que quand il est sorti, cet album-là, un mois ou deux après, le label en a printé d'autres. Oui, on a repressé d'autres. C'est notre premier album qui est sorti au Japon aussi, okay. D'une version spécialement pour le Japon, une version japonaise. Puis, tu sais, dans le temps, la référence, je pense, pour la plupart du monde, les années début 2000, c'était Interpunk. T'sais. Interpunk.com, c'était la place où t'achetais les CD. Puis, on avait passé un long bout de temps dans le top 10. Ça, je me souviens des mois, cet album-là avait été dans le top 10. Fait que... Mais je le réécoutais aujourd'hui. Ça faisait un bout que je l'avais pas écouté. Puis je l'ai réécouté aujourd'hui. Puis j'étais comme, tabarnak, il y a des bonnes tunes dans le travail. Il y a une vibe, tu sais, comme... parce qu'il y a toujours eu ça là, dans 22, c'est une vibe hardcore aussi, mélangée avec un pop-punk. Puis je trouve que dans cet album-là, c'est comme un parfait mélange. Chris, les tunes étaient bonnes. Ben, c'est très gentil. Dans le fond, la seule chose, ben, pas la seule chose, mais en tout cas, la chose qui est, entre guillemets, spéciale avec cet album-là, c'est que c'est la première fois qu'on a fait un vrai album. Fait que, on avait fait un paquet de démos, puis des demi, ben, dans le fond, des tunes qui se ramassaient à sortir sur des compilations, des choses comme ça. Il y a un genre d'album qu'on a sorti qu'on veut plus jamais reparler, qui s'appelle Porn Rock. Ça compte pas du tout. Fait que, tu sais, ça, c'est le premier album qu'on a vraiment fait. C'est le premier album qu'on a mis du temps à composer, qu'on a mis du temps à enregistrer aussi. Là. On a passé un mois complet en studio, les quatre ensemble, à faire cet album-là. Fait que c'est la première fois qu'on a fait les choses comme du monde. Ouais. Moi, je vous avais vu pour cet album-là à la mairie de Carignan. OK. Avec Genuine, puis Middle Name, je pense. Middle Name, ça, c'est... Joe Lab puis Joe Valley puis Gauthier. Ben, si c'est le cas, ça veut dire que c'est probablement la première fois que j'ai rencontré Joe Valley, qui est devenu notre drummer éventuellement. Ouais. Mais c'est ça. Me semble que c'est pour ça. Puis je me rappelle, j'ai acheté cet album-là à ce moment-là. Puis il a fallu que je le réachète une couple d'années plus tard parce qu'il était trop usé. Oh, shit! User un CD, man, ça, t'entends pas ça souvent, là. Ah, ben, il se traînait partout, là. Mettons qu'il jouait partout. Fait que, à force de faire de la boîte, remettre dans la boîte... Il a fallu que je le réagite. Parce que moi, avec Propagandhi, Today's Empires, Tomorrow's Ashes, celui-là, j'ai acheté au moins 4 fois. Je le perdais tout le temps. Ah ouais. J'en ai des albums. J'avais un album de Delson Drive aussi, A Carter for a Road, je sais pas trop. Là. Il y avait une 25 cents dans la pochette pour lui donner un coin là, pour prendre un livre ou de quoi de même. Puis...
Ça, je me l'ai fait voler comme 3 fois. Je pense que mon album, il a fallu que je le réachète. Je suis comme tabarnak. Wow. Il est bon, allez l'acheter, Carlis. Delson Drive, j'essaie de me souvenir. Ouais, Delson Drive, c'est un band... Chris, il est de Saint-Bruno, mais je pense qu'ils sont de Sorel, plus précisément. Ils ont fait bien des shows à Saint-Jean, puis dans le coin ici. Puis les autres, c'est... Moi, mettons, j'écoutais ça 2008, dans ce coin-là, je pense, si je me rappelle bien. OK. Fait que... Je me demandais si c'était pas un autre band à Joe Valley, mais ça, je pense pas. Non, Joe Valley n'était pas là-dedans. Non. Puis, un peu, si on revient un peu dans le temps, comment que c'était la tu te rappelles-tu un peu de l'état d'esprit que tu étais quand tu as composé cet album-là, un peu de quoi tu avais envie de parler, de crier un peu à travers ça? À mon avis, je me souviens pas exactement, mais j'ai toujours écrit ce que j'avais sur le cœur. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'était bien plus personnel. C'était plus des problèmes de jeunes adultes, late teenagers, des choses très personnelles à comparer de maintenant, c'est des choses beaucoup plus politiques et puis sociopolitiques, mettons, qui me tiennent à cœur. Mais ça, c'est probablement début vingtaine que j'avais, qu'on avait quand on a commencé à composer cet album-là. C'est sûr que c'est des histoires de chicks, puis des histoires de party, puis des histoires de potins, j'imagine, des affaires comme ça. C'est ça, j'étais probablement dans ma trentaine quand autre chose a commencé à m'intéresser pour la vrai. Fait que, mais sauf que j'ai toujours été super émotionnel comme gars, même si probablement que ça paraît pas, mais ça paraît dans les tunes, ça, c'est sûr certain. Ça fait que probablement que la plupart des tunes, c'est comme oh man, je fais donc pitié. Là, Regardez-moi, je marche pas avec ma musique. Là. Non, c'est ça. J'en vis pas, là. Ben, en fait, l'idée d'avoir les pochettes toujours avec le cartoon, avec celui qu'on appelle Blue, puis tout ça, c'est parce que les tunes sont tellement sérieuses, que moi, l'idée de ça, c'était comme au moins tout ce qui va être le design autour, ça va être complètement pas sérieux. Fait que c'était un peu ça l'idée. Fait que d'un sens, c'est un contraste, ça va pas nécessairement ensemble. Mais c'est encore là un peu inspiré de Hall, veut pas, avec la mascotte Allroyd. Ouais. Les tunes sont super sérieuses, mais le artwork est tout un peu silly. Fait que c'était un peu ça l'idée aussi dans le temps, du moins. Puis ça a été une vague aussi dans début 2000. Les bands avaient beaucoup des mascottes, là, justement, comme vous autres, vous avez Blue, Hall, ils ont leur personnage, il y a Descendants aussi. C'est comment que c'est créé, ce personnage-là, un peu? De où qui est sorti Blue? Je sais qu'il y avait un backstory que là, ça, je me souviens plus très bien. Ça commence à dater en chien. Mais chose sûre, c'est que... moi, j'ai toujours trippé Alien, ce genre de choses-là. Fait que je voulais que ça look Alien. Puis ma blonde, qui a fait tout le dessin, l'invention de toute cette mascotte-là, elle a trippé sur les anges puis les démons. Fait que c'est comme un mix de Alien, ange, démon. Mais en même temps, on trippait encore, Simpsons, Allroyd de Hall, évidemment. Et puis, dans ce temps-là, début 2000, c'était les grosses années de World Industries. Je pensais qu'on avait un deck. Non, j'en ai pas, les gros. Avant qu'ils deviennent chez Walmart. Là. Vraiment. Quand World Industries était super cool, t'avais Mr. Devil, puis Wet Willie, puis Flame Boy, je pense. Fait que c'était dans ces années-là. Fait que c'était un mix de comme trois que je les ai dessinés, man, ces personnages-là, quand j'étais kid. C'était facile à dessiner. Exact. Ben, c'est ça, on a tout trippé. Les agendas de secondaire, plein de Willy... Comment il s'appelait, c'est Willy? Je sais pas trop. Là, Wet Willy, je pense. Ouais. Ou peut-être pas pantoute, en tout cas, whatever. Mais moi, tout, même chose, puis c'est ça, c'était gros tripeux de skate. Fait que c'est ça. C'est le look un peu World Industries, mélangé avec Mr. Burns des Simpsons, mélangé avec Allroyd de Hall, mettons. C'est un peu ça l'affaire. Il y avait un gros backstory, mais là, sérieusement, je m'en souviens plus vraiment. Fait qu'on va laisser faire ça. Ben, c'est cool de savoir. Ça a été une vague quand même cool, je trouvais. Ça rajoutait une identité un peu au band. Que tu savais tout de suite à qui tu avais affaire. Aussitôt que tu voyais ce personnage-là, tu savais. Fait que je trouve que c'était une bonne idée. Puis c'est de quoi que
qui manque un peu. Tu sais, nous autres, j'aime ça dire qu'on l'a un peu genre avec Mysterio. Tu sais, c'est comme notre mascotte du podcast puis tout ça. Et je trouve que c'était un mouvement cool. Tu sais, là, il y a Blink qui l'ont ramené un peu avec leur lapin puis tout ça, que c'était ça aussi dans le temps. Mais tu sais, ils essaient de le remettre un peu de l'avant puis je trouve ça le fun. Tu sais, comme vous autres, vous l'avez encore inclus, là, justement, là, sur le deck, sur le mur. Tu sais, vous l'avez encore inclus puis... Je pense que ça fait une belle suite puis que c'est le fun que ça reste. C'est comme une tradition un peu. Oui. Je sais que dans le temps, en tout cas, dans ces années-là, début 2000, notre merch autour du band, c'était toujours avec la mascotte. Puis, il me semble qu'à mon souvenir, on en vendait pas mal, mettons, considérant qu'on n'est pas un super gros band ou quoi que ce soit. Mais on a eu beaucoup de designs différents, là, mettons, de 1999 à 2003-2004, justement, dans la sortie de l'album Dudes. C'est ça. On roulait, parce que dans le temps, c'est ça, mettons, il fallait que tu fasses un minimum de. Pour avoir le price quote qui avait un peu de sens, il fallait que tu fasses 72 unités. Fait qu'à chaque fois que tu faisais un design, moi, en tout cas, mon expérience, il fallait que tu fasses 72. Mais on a fait pas mal de 72. Fait que c'est ça, c'est correct. Ouais, pas pogné avec, aussi. Non, c'est ça. Là, j'en ai beaucoup de celui-là, par exemple. ouais, c'est rendu tough, ça, la vente, je pense. Là, je pense qu'après la COVID, je pense que le monde a eu un boost de vouloir aller voir des shows puis tout ça. Je pense que ça l'a un peu aidé, là, que le monde veuille sortir, mais là, le monde n'a pas de crise de scène pour rien. Fait que c'est quand même tough de se lancer dans ces affaires-là. Ah, c'est sûr, mais c'était tout un peu envisageable, là, ça. Je veux pas, là, c'est comme, on a passé un an à rien faire, à se pogner le cul. Ouais, c'est ça, de rester chez nous et d'avoir 2000$ par mois qui tombe du ciel comme ça. Fait que, quand les choses ont réouvert à ce moment-là, ça a été la folie, mais on paye pas au plus tard. Non, on s'est fait top pogner. C'est ça. Puis, tu vois ça dans la musique beaucoup aussi. C'est comme il y a tellement de bands qui ont fait tellement de releases, il y a tellement de. Puis là, avec les vinyles qui sont la grosse affaire, man, on sait que les labels ont fait ben des vinyles, ben des bands ont fait ben des vinyles, ben du merch. C'est ça. Ça n'a pas tout vendu. Non, mais ça va venir. C'est pas perdu. Non, écoute, c'est ça. Puis, comment ça s'est passé un peu le studio pour l'enregistrement? Vous avez enregistré ça à quelle place? Pour Dudes? Ouais. On a fait ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Avez-vous travaillé avec Gauthier pour ça? Ou... Non, ça, c'est avant qu'on connaisse Gauthier. OK. On était toujours au studio Nico, qui, à un moment donné, est devenu le studio SN. OK. Puis ça, c'est... Encore là, si jamais je botche une couple d'affaires, désolé, messieurs. Mais c'est Luc Boivin qui avait comme pris en charge le studio. Puis, à mon souvenir aussi, on était un de ses premiers qui faisait vraiment un album. Là. C'est qu'on on le prenait pendant un mois, on couchait là pratiquement, puis on a tout fait avec lui à ce studio-là. Mais ça, c'est un studio à Saint-Jean. Maintenant, c'est devenu des locaux de pratique. OK. Comment ça s'est passé? Ce que je me souviens aussi, c'est que c'est la première fois qu'on a eu affaire à du digital. Avant ça, c'était sur des bobines tout le temps. Ouais, c'est tout le temps sur des bobines. Fait que là, c'était la première fois qu'on n'était pas obligé de faire tout one take, mettons. Le drum, t'étais obligé de faire tout one take, mais après ça, pour git, bass, voix, ben là, on pouvait coter, on pouvait reprendre autant de fois qu'on voulait. On maganait pas à bobine, rien de ça. On avait autant de tracks qu'on voulait. Fait que tout ça, c'était bien nouveau pour nous autres. Ça devait être excitant, aussi, à ce moment-là. Très excitant, man. Juste de dire comme, oh shit, je peux reprendre juste la fin de la phrase à la place de reprendre la tune au complet, man. Waouh! Débile, tu sais. C'est un mot-là, tu l'as pas bien eu. On va juste... Non, mais ça, c'est un peu avant ça. Ou du moins, je pense que, mettons, il n'était pas rendu là dans l'editing. C'était, tu sais, Pro Tools, puis tout ça, c'était encore nouveau. Je me souviens que Luc, c'était un de ses premiers projets avec Pro Tools aussi. Fait que, tu sais, il apprenait en même temps. Fait que, tu sais, ça n'a pas été au point, parce que là, maintenant, tu peux littéralement juste faire mot par mot. C'était pas ça pantoute dans ce temps-là. Il fallait quand même que tu chantes la toune. Mais juste comme, OK, je sais pas, là, le couplet, je vais le refaire 50 fois, si tu veux, là, whatever, tu sais. Mais on n'était pas au point de juste reprendre un mot puis puncher à ce point-là dans ce temps-là. On est, maintenant, je pense que tu peux faire carrément n'importe quoi. Je pense que tu peux rechanger à la lettre, Steve. Littéralement. Man, quand on a mixé le dernier album, le gars avec qui je faisais du editing, quand on passait à travers les vocales,
le nombre de shit qu'ils pouvaient mettre sur mes vocales pour comme juste enlever un peu le rauque de la voix. T'es capable de faire ça à cette heure, t'es capable d'en ajouter, t'es capable de faker qu'il y a 2 tracks quand il y en a juste une, parce que whatever. Là. J'imagine que pour certaines personnes, tout ça, c'est comme... Il y a no shit. Ils sont capables de faire chanter du monde qui chante pas, man. Total. Mais ça, avec Gauthier, justement, tu parlais de Gauthier Marinoff, c'est un des meilleurs ingénieurs et un des meilleurs producers qui est au Québec. Puis lui... Je vais dire, il n'a pas fait ça avec nous, mais il m'a montré des choses qu'il faisait avec, je pense que ça s'appelle Melodyne ou Melodime. Tu peux parler une phrase, tout sur un ton, puis lui, il va aller te mettre des notes dessus, là, puis là, tu vas avoir l'air de chanter. C'est fucked up, man. C'est vraiment fucked up. Ah ouais, c'est un peu... Puis là, tu sais, là, en plus, la star, il y a le AI qui commence à embarquer dans ces affaires-là, qui recrée des chansons avec des voix d'autres mondes, puis... Mon chum, qui est un whiz de design et tout, vient de se partir un projet AI. Il y a 4 tunes déjà, avec chacun un artwork différent. Il m'envoie ça, puis je suis comme, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, ben, rien. J'ai dit à AI de me faire une tune dans tel genre. Ça, c'est sa tune, man. Ah ouais. Ah, mais c'est rendu, man. Il y a des vedettes de réseaux sociaux AI ou des. C'est n'importe quoi. Ben, c'est ça. Ça, je suis pas tellement au courant. Mais mon chum, en tout cas, qui a fait 4 tunes, je présume, ça y a pas pris bien de temps. Puis je pense que tout ce qu'il fait, c'est comme je veux une toune dans le genre de tel band. Sur tel sujet. Puis... J'imagine aussi, c'est vrai, ça j'avais pas pensé, parce que t'es pas un gros gars d'écriture, mettons. Fait que je suis sûr qu'il a pas écrit de paroles, tu sais. Puis on voit ça. Puis tu sais, s'il m'avait dit, mettons, hey, check out ce band-là, c'est débile, ou j'aurais pensé que c'était un vrai band. Là. Non, ouais, ça se méprendre. Vraiment, c'est fucked up. C'est pas super cool, en fait. Là. Non, ben, ça fait un peu peur. C'est parce que qu'est-ce que t'écoutes, man? Mm-hmm. T'écoutes rien. T'écoutes quelque chose qui est créé par quelque chose qui n'existe pas, man. Il n'y a personne qui a participé même à l'enregistrement, à la création, tout ça. Là. Puis t'as l'impression d'écouter de quoi avec des émotions puis des cossins de même. C'est ça qui est fucked up. C'est ça qui est fucked up. Moi, la chose que j'aurais dit, s'il m'avait pas dit d'avance que c'était juste du AI, j'aurais fait comme, man, ça sonne très, justement, très Pro Tools, très trigué, très robot, whatever. Mais j'aurais pas nécessairement pensé qu'il y avait littéralement pas de l'autotune était au bout. Non. Ben là, c'était des affaires de criage qu'il m'envoyait. Fait que ça pas trop, tu sais. Mais même à ça, man, tu peux faire du death metal. Et AI est capable de faire du death metal, là. Ouais, c'est ça. Sorry, c'est tout très nouveau pour moi, là, ça. Vous étiez pas là, vous, 20 ans, en tout cas. Non, pas tout. Non. Fait que c'est ça, c'est les premières fois en digital que vous commencez. Ah oui, dude. Ouais. C'est la première fois qu'on a fait avec Pro Tools, c'est la première fois qu'on a fait directement dans un ordinateur. Ça doit avoir vraiment changé toute la façon que vous travaillez. Puis, ben, l'affaire, c'est qu'on, sérieusement, on l'a pas fait assez souvent, surtout dans ce temps-là, pour que ça change la façon qu'on travaille. Ben, ça changeait de la façon qu'il nous faisait travailler parce que, bon, mais sauf qu'on l'a pas fait assez souvent pour s'habituer, mettons, au process. Puis que, tu sais, on arrive en studio avec une nouvelle façon de travailler en tête, whatever. Tandis que quand on a enregistré Defective, 2 albums plus tard, là, on était rendu au point où tu enregistrais le drum sans les cymbales. Fait que là, tu sais, tu mets. Ben, en fait, whatever. Je vais mal mimer l'affaire, mais d'après ce que je me souviens, Dom se met un bras dans le dos, puis là, tu fais le beat, puis là, tu fais la passe, whatever, mais tu crashes pas de cymbales, tu fais pas d'hi-hat, puis après ça, tu ajoutes tout ça par après. OK. Puis déjà, ça, je trouvais pas ça débile, parce que c'est comme, man, t'enlèves le feeling en chien, là, parce que là, c'est du robot. Là, fait que c'est ça. Mais on l'a pas fait assez souvent, man, pour vraiment se dire, OK, on sait que ça va être comme ça maintenant, puis si on va l'approcher d'une nouvelle façon, whatever. Là, dans ce temps-là, on est en local, on jammait pendant des heures, on composait du mieux qu'on peut, puis après ça, on s'en va au studio. Ah ouais. Puis comment il s'est passé un peu le... Si vous étiez sur... Ben avant ça, vous étiez sur quel label à ce moment-là? New School Records. New School Records. D'Oregon, Portland, Oregon. OK, cool. Comment que vous aviez commencé à travailler avec eux autres? C'est-tu en lien directement pour la création de cet album-là ou vous avez commencé avant déjà? Non, ben à mon souvenir, encore là, c'est un peu flou, mais tu sais, on n'a jamais été sur des labels québécois. Excusez, pardon. Deux choses qui arrivent. Excusez-moi.
notre premier simili-album, il était sur un label qui s'appelait Springman Records en Californie. Puis là, comment ça, ce monde-là nous ont trouvé? J'ai aucune espèce d'idée, je m'en souviens pas du tout. Le deuxième, me semble, le deuxième release, on n'appellera pas ça un album, il était sur Lame Ass Records, ça c'était de Calgary, je pense. OK. Puis je pense qu'à travers dans ce temps-là, on était sur un paquet de compilations tout le temps. Puis je pense que le label New School Records sont tombés sur nous autres à travers des compilations, j'ai l'impression. Puis ils nous ont contactés, puis proposé. Encore là, je suis pas sûr et certain, là, mais je me souviens que c'était un legit. Le contrat est arrivé, puis c'était une quinzaine de pages ou whatever. C'est quand même intense, mettons. C'était un vrai contrat de disque. Là, Puis on a été avec New School pour toutes nos releases jusqu'au dernier, jusqu'à Dismiss. OK. Là, vous avez fait un nouveau release, dans le fond, de l'album avec Thousand Island. Et New School. Et New School, OK. Ouais. New School sont encore avec vous autres. Ils sont plus actifs, mais tu vois, le dernier EP qu'on avait fait qui s'appelle Nice Knowing You, on l'a sorti avec No School. OK. Puis essentiellement, c'était comme un peu... Parce que moi, le propriétaire du label, j'ai toujours gardé contact avec lui, Jeremy. Puis tu sais, il me disait « Ah, man, j'aimerais ça qu'on fasse un autre release, j'aimerais ça qu'on fasse un autre release. » Puis tu sais, durant le temps que 22 n'existait plus, ben, moi puis tous les autres gars, je suis sûr, on a eu plein d'autres projets, tu sais. Ouais. Puis là, j'y amenais, mettons, quelque chose. Je disais, ben, check, je suis en train de travailler là-dessus. Il était comme, mais c'est pas 22. C'est pas 22. Mais c'est pas 22. Là, c'est comme, all right, d'abord. C'est quoi qui est revenu souvent, ça, à travers tes projets? Ben, pour que ça soit releasé, en tout cas. En fait, je gardais surtout contact avec lui spécialement. Okay. Puis il y a une fois qu'on a enregistré quelque chose vraiment professionnellement, puis je me souviens pas exactement c'était quoi notre plan avec ça, mais ça a tellement pas duré longtemps qu'on s'est même pas rendu à approcher des labels ou rien de ça. T'sais. Mais avec ce gars-là qui nous a toujours vraiment supporté, ben lui, j'ai toujours resté en contact avec lui, puis lui, c'était définitif qu'il fallait que ça s'appelle 22. Fait que, le EP Nice Knowing You ressemble pas tellement à ce qu'on avait fait avant, puis il ressemble pas tellement à ce qu'on avait fait. Il a la vibe un peu plus pop-punk, comme le côté plus hardcore a été laissé un peu plus de côté dans ce EP-là. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'étais plus sur un vibe, justement, de ça, là, plus slow. Tu me parlais de Story So Far, des bands comme ça que t'écoutais. Là, tu vois, quand j'ai composé ce EP-là, c'est avant que je connaisse Story So Far. Mais sauf que, tu sais, ça fait longtemps que je suis un fan on and off, mettons, de New Found Glory, parce que quand ils font des albums de Noël, je suis pas là partout. Mais, tu sais, il y a une couple d'albums que j'aime vraiment beaucoup. Catalyst, qui est mon préféré de loin, tu sais, puis... Plus Super Heroes of Hardcore. Ouais. Ben, les tunes de Newfound sur cette EP-là sont bonnes. L'autre côté, c'est un peu, mais... En tout cas, j'étais plus sur cette vibe-là dans ce temps-là, tu sais, fait que... Mais je pensais pas que c'était pour s'appeler 22 non plus, tu sais. C'était pour starter quelque chose de nouveau, tu sais. Okay. Mais Jeremy, lui, était très insistant que ça s'appelle 22, fait que c'est un peu pour ça que ça a continué à s'appeler 22, mettons. Okay. Je sais pas comment on est arrivé jusque-là, là, mais... Ben, on parlait de comment tu as commencé à travailler avec Old School. Dans le fond, avec New School, OK. À New School, ouais, c'est ça. Oh, ouais. Mais, OK, c'est quand même intéressant. Ça doit être le fun de voir ça, justement, des labels, à cette époque-là, des jeunes du Québec, qui essayent de faire un peu de punk rock. C'est crissement tough de se faire voir déjà en partant. Quand que tu viens d'un milieu francophone, tu fais de la musique anglophone, c'est encore un peu plus difficile dans la région. Puis tout ça souvent, puis d'avoir des opportunités de même avec des labels américains qui vous contactaient, ça devait être une belle tape dans le dos pour vous dire, Chris, vous faites une belle job. Nous autres, on le reconnaît. Là. Ben, dans un sens, oui, dans un sens, non. On a tout le temps été un peu outcast, mettons. T'sais. Même, souvent, le monde me demande que je pense de la scène locale, mais on n'a jamais vraiment fait partie de la scène locale, nous autres. Puis c'est arrivé quand même souvent que du monde d'ici me disait comme j'avais aucune idée que vous étiez de Montréal. T'sais. Pour moi, vous étiez un band californien ou un band américain. Là, peut-être justement à cause qu'on a toujours été sur des labels américains. Ah, puis la vibe aussi. C'est ce que j'espère, mettons, parce que je tenais pas nécessairement à avoir un gros accent français quand je chante ou rien de ça. Non, mais tu sais, dans la vibe aussi du musical est très californienne. Punk skate californienne. Puis... C'est ça. Qu'est-ce qu'on disait? C'était à propos de la scène locale. Là. Vous n'étiez pas très actif, que le monde ne savait pas que vous venez de Montréal. Puis... Non, c'est ça. J'ai jamais... c'est ça. Je pense qu'on n'a jamais été considéré un band local, même dans la scène locale. Puis je pense que c'est ça. Quand même absurde, ça.
Ouais, ben c'est drôle. Mais tu sais, puis l'affaire, c'est que quand on est revenu, justement, puis j'ai commencé à, je sais pas, des fois faire des entrevues, whatever, tu sais. Puis le monde me demande souvent que je pense de la scène locale, puis tout ça. Je suis comme, je suis pas tant au courant parce que, tu sais, moi, ça me dérange pas tant de où le band vient. Tu sais, j'aime le band, je me demande pas d'où ça vient. J'aime ça, puis that's it, là, Ouais, c'est ça. J'aimerais pas plus ça parce que ça vient d'ici, j'aimerais pas moins ça parce que ça vient d'ici. Puis j'aimerais ça que ça soit la même chose pour le monde qui nous écoute, nous autres, tu sais. Dans le sens que ça dérange pas qu'on vienne de Montréal, tu sais. Puis là, ben justement, quand on parlait de Interpunk puis tout ça, tu sais, avant, même si on n'allait jamais faire des shows aux States, c'est aux States qu'on vendait des albums. Puis au Japon, puis en Europe. Puis au Japon, ça m'intrigue. C'est fucked up, right? Puis on n'est jamais allé. Mais, tu sais, on a 3 ou 4 albums qui sont sortis édition Japon dans le temps de New School Records. Fait qu'il faut croire que ça valait la peine. Mais... qu'est-ce que je veux dire? Je me souviens pas encore. On parle encore de la scène locale, des bands ici, l'écoute, le Japon. Ah, OK, bon, voilà. Et je fais ça à la table, j'espère que pas tout le monde entend ça. C'est ça, fait que quand on est revenu justement avec le EP et tout ça, puis là c'était rendu Spotify, et donc, c'est moi qui s'occupe du Spotify, ou c'est moi qui ai ouvert le compte sur Spotify, fait que c'est moi qui ai les stats. Puis man, il y a genre presque personne du Canada qui nous écoute. Là. C'est débile. C'est les States, c'est Europe, c'est Japon. OK. Ça, c'est le crowd de 22. Puis spécialement avec le EP. Là, je pense que ça a changé depuis qu'on est sur 1000 avec le dernier album. Mais jusqu'au EP qui s'appelle Nice Noania, tu sais, ça, c'est... On a 2 tunes là-dessus qui ont eu un assez gros nombre de streams. Presque personne au Canada là-dessus. C'est tout US, Europe, Japon. Penses-tu que c'est un peu la cause de peut-être de ne pas avoir été sur un label ici ou qui mène à ça? Oui, je pense que oui. Puis que justement, là, vous êtes rentré sur Tyson Island, puis que tout d'un coup, on entend plus parler de vous autres. Il y a une promo qui se fait aussi pour vous autres. T'sais, moi, on voit Tyson Island en poster, on voit, il y a une promo quand on va dans des shows. Tyson Island, il y a une tente aussi dans les festivals. Il y a du stock de 22 qui est là à vendre. Fait que, tu sais, c'est sûrement ça aussi qui amène justement qu'à partir du nouvel album, qu'il y a peut-être un changement là-dessus. Ah, c'est définitif. C'est ça. Écoute, ben, c'est pour ça qu'avant, on avait du monde un peu partout qui nous écoutait sans nous avoir jamais vu jouer. Puis là, ben, c'est l'inverse. Là, c'est du monde qui nous voit jouer puis qui nous écoute pas. C'est ça. Ils sont tous fucking contents d'aller vous voir, mais ils nous écoutent pas. Pas un ben local, ça. C'est ça qu'ils parlent français, eux autres. Mais encore là, moi, ça me dérange pas du tout, man, qu'on vienne de Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal ou Los Angeles ou Tokyo. Ouais, moi, ça m'a jamais dérangé. La plupart des bands que j'écoute, je sais pas exactement d'où ils viennent. Ça me dérange pas du tout. Ouais, j'ai été un bout de même aussi, que c'est plus, mettons, depuis le podcast, là, que vu qu'on fait un peu plus de recherche puis des affaires de même, que je vois plus ça, mais j'ai été pas mal ça, les affaires. Hein, ça, je pense que ça vient de l'Australie, que ça vient des States. OK. Mais c'est ça, who cares? C'est bon, c'est bon, c'est ça, on s'en fout. Ouais. Exact. Comment que s'est passé le show de lancement de cet album-là? C'était à quelle place? Dans le temps, c'était au Petit Campus. OK. Comment le show s'est passé en tant que tel, ça, j'ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que on jouait dans ce temps-là. On a une tune, la dernière tune sur l'album, ça s'appelle Dragon Killer. Puis ça, c'est une tune style metal. On appelle ça du forest metal. Fait que c'est une tune qui se passe whatever. En tout cas, ça, c'est une tune que c'est Nick, le drummer, qui chante. Puis Nick, c'est un gros gars de métal, death metal, tout ça, whatever. Fait que, tu sais, on se disait, il va chanter sur Zelda, genre, quelque chose comme ça. C'est des affaires complètement farfelues. Puis, ben, souvent, on finissait le show avec ce tune-là, puis des fois, on enfilait avec un cover, genre de Bon Jovi ou Motley Crue, quelque chose. Okay. L'affaire, c'est que le seul clip que j'ai de ce show-là, c'est ces 2 dernières tunes-là. Fait que c'est Nick qui chante 2 tunes, Dragon Killer, et puis... un cover. Un cover de Bon Jovi, me semble. Puis c'est ça, dans ce temps, les gars mettaient des perruques, man, puis tout, c'est cœur, hein. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'aimerais ça qu'on refasse un show de 20 ans plus tard de cet album-là. De cet album-là. Jouer dans
jouer une entièreté de l'album. Ouais, ou presque. Là, mettons, il y en a une couple de tunes qu'on a juste jamais joué. Par après, on les jouera probablement pas plus. Mais sérieusement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de revoir Nick chanter ces tunes-là. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est... Avec son micro-casque. Non, lui, il prenait mon mic. Mais man, c'était tout le temps un hit, man. Ça, c'était tout le temps le gros party. Fait que, tu sais, le monde venait sur le stage, whatever. Là, c'était notre genre de bro him, là, dans le temps. Ouais. Ah, ça devait être la fun. Puis, est-ce qu'il y avait une belle réception au moment de la sortie de l'album, puis tout ça? Ouais, ben ça, c'est un bout de temps aussi où on avait une gérante qui s'occupait de notre... ou une publiciste, peut-être qu'on appelle, je sais pas trop exactement. La distribution. Puis... Ben, puis aussi de s'assurer qu'on ait des entrevues, puis des articles, des choses comme ça. Là. Puis il me semble que j'ai le souvenir que on était dans les journaux, là, la presse, whatever. On était... Quelqu'un en communication pour vous aider. Ouais, c'est ça, exact. Cynthia, qu'elle s'appelle. Et puis, tu sais, fait qu'on faisait beaucoup de choses dans ce temps-là. On faisait, tu sais, je pense qu'on passait à Musique Plus pas mal aussi. Ouais, je me rappelle de voir des clips à Musique Plus. Ouais. Puis c'est ça, je me souviens des articles dans les journaux. Là, peut-être, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi dans le temps? Gazette, ça veut dire? Ouais, ça se peut. Ouais, la Gazette de Montréal. Ouais. Ah oui. Il n'y a pas quelque chose qui avait plus rapport à la musique? Qui était cool. Le voir, ça. OK, bon, c'est ça. On devait être dans tout ce genre de patente-là, mettons, à ce moment-là. On avait quelqu'un qui s'occupait de notre publicité, mettons. Fait que, tu sais, on avait toutes les bonnes affaires qui se passaient au bon moment, sauf qu'on n'avait pas de label d'ici. Fait que c'est ça qui est bizarre. Parce que, normalement, tu es supposé avoir le backing du label de West, de West qui se passe le plus de choses pour ton band, évidemment. Ouais. Fait que les autres, ils faisaient ce qu'ils pouvaient de où est-ce qu'ils sont. Mais c'est ça. C'était comme deux choses séparées. C'était comme le band d'ici avec tout ce qu'on pouvait faire ici, puis le label qui était l'autre bord du continent qui faisait ses affaires. Puis c'était-tu un choix de ne pas avoir un label ici ou de... Est-ce que vous n'aviez pas cherché ça nécessairement? Puis... Ben, chercher, non. Mais c'est sûr que ça aurait été bien plus simple. Mais je sais pas. Je pense que ça... Je sais pas, man. On dirait que notre style était pas très en demande ici. Je sais pas. Okay. On sonnait peut-être pas assez local, justement. Parce que c'était quoi dans ce temps-là? Tu avais 2112. Stomp, j'imagine, aussi. Underworld. Ou Underworld, c'est-tu encore dans ce temps-là? Je sais pas trop. Il y a Slam qui commençait, je pense, avec pour Extérieur. Je sais pas les années 2000, début 2000? Ouais, c'est pas mal là, parce qu'ils ont lancé le label pour gérer Extérieur. OK. Jesse avait parti Slam Disc pour ça. Fait que... Comme je te dis, man, je suis pas un gars de la scène, man. Fait que je suis comme, tu sais, on a fait bien des shows. Fait que là, je suis là quand on fait un show, mais tu sais, il y a des bonnes chances que je sois pas là quand on fait pas le show. Je te comprends. Puis, comment que, tu sais, y a-tu quelque chose de marquant pour toi, cet album-là? Tu sais, il représente-tu vraiment de quelque chose de spécial? Cet album-là que vous célébrez, que vous avez fait le remaster puis tout? Ben, il représente le bout de temps le plus, entre guillemets, le fun pour 22. OK. C'était beaucoup moins sérieux dans ce temps-là. C'était beaucoup plus, tu sais, faire... tout ce qu'on faisait, c'était vraiment... Ben, pas que ce qu'on fait maintenant, c'est pas le fun, mais je veux dire, dans le sens qu'il n'y avait aucune autre motivation que juste avoir du fun, faire le party. Tu pensais pas passer un message nécessairement, non. Ou tu n'avais pas d'implication politique, comme tu dis. Comme je te dis, moi, c'est vraiment toutes des tunes super personnelles. Fait que pour moi, ça a tout le temps été une thérapie, la musique. Là, je veux pas. C'est pour ça que ça a tout le temps été bien important pour moi. Mais le vibe du band en tant que tel, c'était juste faire le party. Là. Fait que les shows dans ce temps-là, c'était bien différent des shows qu'on fait maintenant. Tu sais, c'était pas très sérieux. Comme je te dis, souvent, on finissait avec Nick qui chantait, on faisait des covers, c'était déguisé. Gros party. Puis, tu sais, on consommait un peu dans ce temps-là aussi. Fait que, tu sais, je disais, c'est ça. C'est vraiment un bout de temps qui était all about fun. Fait que, c'est pour ça que c'est le fun de je me rappelle les shows de Carignan, c'était dans mes premiers shows là, que j'allais voir. Puis
j'étais avec une amie à ma soeur qui sortait avec Max, Marie-Christine, qui sortait avec Max de Genuine, chanteur de Genuine. Ah, puis, ouais. Là, je vais butcher son Winginger. Ouais, Winginger. Okay. Ouais, de Carl puis Max. C'est bon. On sait de qui qu'on parle. C'est bon, ouais, c'est bon. On s'essayera pas plus. C'est bon. Ils ont... Puis je me rappelle que t'avais monté sur le stage, puis là, tu sais, moi, je connaissais zéro 22 à ce moment-là, puis là, t'avais pogné ton mic, t'avais roulé ton mic à l'entour de ton fil, à l'entour de ton poing, puis là, elle m'avait regardé, elle a dit « Là, ça va brasser! » Puis ça avait comme... C'était plus hard que les deux autres bands, puis c'est comme là que moi, il y a comme un déclic sur la musique un peu plus agressive qui s'est faite, parce que ma soeur était plus une vibe... oui, elle a eu la vibe très Beirut, puis Punk Street, mettons, puis Hoy, puis tout ça, mais comme un côté plus hardcore, plus un punk plus agressif, rapide, puis tout ça, c'était comme mes premiers contacts. Là, je fais, oh tabarnak, il y a quelque chose, là. C'était mes premiers trash, mes premiers tout. Chris, il y a eu, c'est ça, je te l'avais parlé un peu, il y avait eu comme de quoi de marquant pour moi, ces moments-là, tu sais, dans... c'est ça que je trouve qui est dommage aujourd'hui pour les jeunes. Il n'y en a plus de tant que ça, des places où ils peuvent aller voir des shows locales où que ça, je pense que ça avait coûté 6$, je pense. Sûrement, ouais. Ce show-là. Fait que, on était au secondaire et on pouvait se le payer. On était capable d'y aller puis on pouvait y aller. Je trouve que c'est de quoi qui est dommage qui manque. Là. Ben, vraiment, c'est drôle parce que quand on parlait de peut-être faire un show des 20 ans de Dude, Frank et moi, on parlait de combien on était pour charger, puis il était comme, oh, man, pas plus que 10$, ça comme double les temps ont quand même changé depuis le temps. Ouais, c'est ça. C'est juste pour qu'on soit capable de payer la salle, les emmènes, whatever, faudrait peut-être qu'on charge 12, tu sais. À Star 15, je trouve que c'est un beau prix d'entrée. Mais clairement, dans ce temps-là, des fois, je retrouve des vieux billets. C'est ça, c'était 5$ à l'avance, 6$ à l'entrée. Fait que si tu l'achètes pas à l'entrée, ça te coûte une pièce de plus. Mais je sais pas à quel point il y en a encore ou il y en a pas, mais je sais que, tu sais, quand on a fait une petite tournée avec Our Darkest Days l'automne passé. Oui, l'automne passé. Puis, tu sais, c'était des shows locaux, man, de 40, 50 personnes, 60 personnes peut-être. C'est sûr que là, l'affaire, man, avec ce qu'on fait, puis tu sais, les bands de notre génération, on veut pas, le monde qui vient, c'est le monde qui sont nostalgiques pour ces années-là. Fait qu'il n'y a pas tant de kids, fait que je sais pas exactement, mais j'ai entendu parler des shows, man, qui sont, tu sais, all ages. Mais là, ça, il y a des festivals cool, là, gratuits, puis tout ça, tu sais, comme ça pourrait être une place que vous pourriez regarder, là, que ça fitterait vraiment pour vous autres, là, mais le Festi-Rock à Saint-Colomban, c'est un gros festival. Il y a eu Get the Shot cette année en headline. C'était gratuit. Full familial. OK. Il y a des jeux pour les enfants, du maquillage pour les enfants. Il y a tout. Puis le monde sont là. Puis le soir, ben, les kids sont souvent plus partis. La musique un peu plus agressive arrive. Puis, fait que c'est des places. Puis il y a Waterloo aussi qui ont le festival Underground, qui est un festival plus métal. Qui... 100% gratuit, jeu d'eau pour enfants. Tu sais, c'est. Puis tu vas là, puis tu vois les jeunes, ils trippent. Fait que il y en a plus, mais s'il l'aurait, je pense s'il l'avait, je pense qu'il irait, tu sais. Man, ben, trois choses là-dessus. Premièrement, il y a beaucoup des gars dans le band qui ont des kids à Star, tu sais. Puis, il y a le bassiste Kuz, celui qui est sur Dose of Hazzard. Son kid de 16, 17, peut-être 18 ans maintenant. Puis lui, la première fois que je l'ai rencontré, il est fucking pareil comme son père. Fait que déjà ça, c'est weird. Puis lui, son trip, puis Kuz, il a gardé tous ses t-shirts du temps, man, dans le temps des années 90, début 2000, quand il allait dans les shows, whatever. Fait que le kid, man, il se pointe à nos shows ou il vient me voir des fois à job. Puis, man, il y a les t-shirts que Kuz mettait quand moi, je jouais avec Kuz. Déjà, ça, c'est... Puis, tu sais, il trippe sur tout le même genre de... Non, mais lui, il en trouve les shows. Allez, ça, c'est sûr et certain. Oui, mais il y en a. C'est juste c'est difficile, je pense. C'est plus accessible. C'est pas comme c'était, ça, c'est sûr. Puis l'autre affaire qui est fucking plate, man, tu sais... Moi, je suis pas un gars de festival. C'est pas... ça me prend tout mon petit chance pour... Si on joue pas, man, il faut que ça soit All ou Descendants qui joue. Sinon, c'est ça, je me pointe pas. Mais, man, l'autre affaire, c'est comme tu vois juste des fucking phones, man. C'est pas ça l'expérience, là, tu sais. Je veux dire, mais ça s'en vient un peu partout, tu sais, même en salle. C'est plate.
c'est rendu ça, mais ouais, je suis d'accord avec toi, mais ça. C'est sûr que tu n'auras pas l'expérience que nous autres, on a eue, man, quand on est. Moi, mettons, quand j'allais. On vivait le moment présent à Chris. Hein. Ben, exact. Pas juste ça, man. C'est comme, tu sais, moi, les premières fois, je suis allé voir des shows début 90 au Faux Fun, whatever. Premièrement, tu es là avec le band. Deuxièmement, il n'y a aucune distraction. C'est juste toi puis le band. Puis le plus petit la place, le mieux, tant qu'à moi. Essentiellement plus rien de ça. C'est comme, tu sais, quel genre d'expérience que tu vas avoir. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas le band qui est ici, que tu peux toucher au pied au chanteur, au guitariste, whatever, man, que le moniteur est dans tes oreilles, puis que tu chantes avec la toune, puis whatever. Tu n'as comme pas bien de chance d'avoir ce genre d'expérience-là maintenant. Là, ouais, c'est ça. Il y a Weldon qui font une belle job, Weldon Productions à Granby. Okay. Qui font, c'est les autres qui s'occupent du Festival du Lac. OK. Ils font une belle job, là, comme là, ils en ont un show qui s'en vient justement avec Extérieur dans un gymnase, all age. Puis, man, c'est crissement bien organisé, je trouve. Mais c'est vrai que, mettons, je me rappelle, moi, d'aller, mettons, voir des shows à l'Underworld à 14 ans. Ah oui. C'est une salle de 200, mais on est 600 dans la salle. Total, c'est ça, exactement. Le plafond te coule dessus parce qu'il y a de la sueur. Mais c'est ça qui est plate, c'est que toutes ces places-là meurent. Il y a le Traxide qui est all age, mais j'amènerais pas mon enfant au Traxide. Ça fume en dedans à 3 ans. Ouais. Mais on va voir, moi je l'amène partout, là, aller voir des shows. Oh, on a ma caméra à moi qui vient de fermer. On va te mettre la tienne, je vais arranger ça après. Je pense que c'est mon fil qui a débranché. Ouais, mais... quelque chose? Non. Mais je vais checker ça, ce sera pas long. Ils ont eu... c'est ça, tu sais, au Traxide, ça, c'est une place, tu sais, ça fume en dedans. Ça fait que même un enfant de 10 ans, c'est un peu, tu sais, c'est un peu clandestin. Même un enfant de 40. Non, mais je sais, mais... J'amènerais pas un enfant, là. Ouais. C'est ça que je veux dire. Mais, par exemple, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, la culture underground est crissement bien représentée. Les shows sont bons, la salle est le fun. Mais c'est pas une place pour des enfants, tu sais. Fait que c'est all age, mais c'est pas la meilleure place pour eux autres, tu sais. Mais... durant que j'arrange ma caméra, il y a Snideflex qui demandait à savoir si tu pouvais expliquer un peu le nom, il vient de où, de 22. Oh boy. L'histoire la plus plate ever, man. Le nom, c'est qu'au tout début du band, on s'appelait... on avait le meilleur nom au monde. Ça s'appelait Catch 22. Puis par le temps qu'on sorte notre premier EP qui s'appelait Winter Sucks, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre band qui s'appelait Catch 22. Les autres étaient sur Victory Records. Ils ont sorti leur premier album en même temps que nous autres, on a sorti notre premier EP. Mais clairement, ils étaient pour avoir plus d'exposure que nous autres. Fait qu'on a décidé qu'il fallait absolument qu'on change de nom. Puis essentiellement, on a droppé le Catch. On a gardé 22. On a changé comment on l'épelait. On a fait, on va épeler 20, puis on garde le 2, puis that's it. Il y a juste ça. Ah, puis essentiellement, je pense qu'on avait tous 22 ans à ce moment-là. Ou c'était la moyenne d'âge dans le band, mettons. Là. Un des deux, là, mais en tout cas, c'est pas mal ça. Mais non, c'est pas une histoire très excitante. Là. Ah, mais c'est quand même le fun de savoir de où ça vient. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se demande ça à propos des bands. Puis c'est une question que je pose pas souvent parce que je me dis que les bands, câlisse qu'ils doivent se la faire passer. C'est une question. Ben, surtout nous autres, parce que le nom est tellement plate. Que, tu sais, c'est comme, ouais, mais pourquoi, tu sais? Parce qu'on avait un bon nom au début, puis en fin de compte, on était obligé de le scraper. Puis à ce moment-là, on s'est dit, mais il faut qu'on s'appelle presque comme on s'appelait avant. Ça n'aurait absolument rien changé en bout de ligne. Mais... À ce moment-là, non, c'est ça. Non, c'est ça, certainement pas. Là, surtout, peut-être pas avant Internet, mais avant qu'Internet soit comme Internet est maintenant. Là, on aurait eu le temps en masse de changer complètement de nom, puis ça n'aurait pas été un big deal. Mais en même temps, on faisait tellement de shows dans ce temps-là, puis c'est aussi le premier EP, quand on s'appelait encore Catch 22, on les a tous vendus en 2-3 mois. Là, Fait que peut-être qu'à ce moment-là, on se disait qu'il fallait qu'on fasse un certain lien entre les deux noms. Ouais, peut-être. Peut-être ça allait fait un effet, puis on le sait pas aussi. Écoute, c'est pas le meilleur nom au monde. Je suis bien au courant. Ah, ben, c'est peut-être pas le meilleur nom, mais il a marqué. On espère. C'est le plus important, ça. Puis,
Comment tu penses que tu as évolué comme artiste depuis justement le temps de Dude en 20 ans? Comment tu as évolué comme. Tu sais, comme justement, tu parlais de tes écritures, t'écris plus sur la même chose. Est-ce que vocalement aussi, t'as travaillé autrement? Tu chantes autrement? C'est quoi qui a changé depuis ce temps-là? Ben, tout a changé, mais j'ai jamais. En fait, une des raisons pourquoi 22 existe encore, c'est parce que je pense que ça a été vraiment, vraiment long avant que. Je vais parler pour moi, mettons. Avant que je sois capable d'écrire une bonne tune, puis avant que je sois capable de chanter relativement bien. Fait que. Mais j'ai jamais pris de cours, rien de ça. Fait que j'ai zéro technique. Fait que c'est vraiment comme. C'est raw. C'est très raw. Sûr que certain. Il y a des journées que ça va bien, des journées que ça veut absolument rien savoir. Mais au moins, je dirais que ces temps-ci, puis depuis un bout, j'ai plus de bonnes journées que j'ai de mauvaises journées. Il y a une meilleure constance. Ouais, c'est ça, exact. je sens un petit peu plus de où est-ce qu'il faut que ça sorte, whatever. Mais là, tu vois, ça fait longtemps qu'on n'a pas jammé. Puis ça va prendre au moins 4-5 jams avant que je m'en remette dedans, pour la peine. Sinon, mais quand tu écoutes, mettons, encore là, je parle sérieusement juste pour moi, quand tu écoutes les tunes qu'on faisait dans début 2000 comparé à les tunes qu'on a sorties récemment, ben clairement, il y a une évolution. Là, fait que si on avait fait, mettons, les tunes qu'on a fait ou l'album qu'on a fait quand on avait 16 ans, ben là, on aurait fait notre nouvel album quand on a 32 à peu près. Ça aurait comme plus de sens. Là, fait comme je dis, man, ça a été vraiment, vraiment long. J'apprends très, très, très tranquillement. Là. Moi, ça me prend bien de la pratique. Fait que, tu sais, c'est ça. Côté technique, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais j'ai juste un peu plus, je pense, lentement compris comment faire de la meilleure musique, tranquillement. Mais c'est ça qui est gossant aussi, c'est que là, tu sais, veux pas, je continue à composer des tunes, puis là, j'ai nulle part pour les sortir. Fait que, tu sais, que je vais faire, je vais juste jamais sortir. Des fois, il y a une journée, je vais trouver que, mais elles sont bonnes, ces tunes-là, ça vaudrait peut-être la peine de les enregistrer. Une autre journée, je suis comme, non, c'est à chier, oublie ça. Mais il y a des journées que j'ai trop bonnes, fait que je suis tout le temps en train de me demander si. Ouais. Mais c'est ça. On est souvent durs aussi avec nous autres. Ouais, ben, ça, moi, je suis surtout, je passe. C'est ça, je passe d'un à l'autre. Je passe du noir au blanc, puis du blanc au noir sur un 30 sous. Mais c'est ça. Écoute, à voir. Mais qu'est-ce qui a changé, c'est ça, man, c'est l'expérience, en fond. C'est juste l'expérience qui a changé. Je veux juste m'imaginer, mettons, si on avait été un band qui tourait tout le temps. Quand, les quelques fois qu'on a fait des tours, ben, en dedans de 3-4 shows, la différence qu'il y a, la confiance que tu as, comment tu as pogné à la twist, comment la gorge elle tient mieux et tout, c'est réchauffé. Puis, c'est ça. Le changement est immense. Que, on n'a jamais fait 200 shows par année. On a fait peut-être 50 shows par année. On a fait 200 shows par année, ça serait une autre histoire. Ah, c'est sûr. T'aurais pas eu le choix d'apprendre comment gérer ta voix. Ouais, ben oui, mais l'affaire, c'est que je pense que ça se renforce, man. C'est comme aller au gym constamment, ou juste y aller une fois par mois. Mais c'est ça, c'est un muscle qui se travaille de comment bien utiliser, de pas chanter trop de la gorge pour pas te scraper à la gorge, mais en même temps, c'est là que tu vas chercher un peu ton rôle à travers ta voix, j'imagine. Il y a ça, c'est de quoi que j'aimais beaucoup que ça, je repensais aujourd'hui en écoutant l'album, qui m'accrochait, je pense, le plus à travers vos albums, c'est ta voix qui est à la fois douce, mais à la fois elle écorche aussi. Parce que c'est des bouts, tu chantes doux, mais il y a un petit rauque à travers, puis tu vas aller après ça dans full énergie, puis que ça marche tout autant, puis je trouve que ça fait une petite belle balancier à travers tout l'album. Ça fait comme un... Je sais pas, ta voix a fait comme vraiment une de quoi un main à travers l'album. Je trouve que t'as un élément vraiment clé qui est le fun à écouter, puis que moi j'ai beaucoup aimé ça, puis c'est là que je trouve la variation qu'il y a, mais en justement comme tu dis, peut-être c'est le manque de technique qui rajoute ça que ça, mais je trouve que calisse que ça le faisait. Ben, c'est gentil, mais c'est définitivement le manque de technique. Mais ça m'intéresse pas tant d'avoir la technique. Je vais vraiment plus aux feelings. Puis, je veux dire, pour moi, d'une façon ou d'une autre, chanter ce genre de musique-là, ben, en fait, je suis juste capable de chanter ce genre de musique-là, puis il y a juste ce genre de musique-là qui m'intéresse de chanter aussi. C'est à cause du feeling. C'est à cause que j'ai comme... C'est une musique de ça.
C'est une musique de ça, définitivement. Mais c'est pas tout le monde qui l'approche de cette façon-là. Il y a vraiment, il y a des bons chanteurs dans la vie. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est un Jean-François Canel de Sub et Bring the Light. Ouais. Ça, c'est un bon chanteur. Puis il y a du monde comme moi qui sortent les tripes du corps. Là, moi, ça, c'est mon approche. Puis c'est aussi la raison pourquoi je le fais. Parce que ça m'intéresse pas tant d'apprendre la technique puis être capable de chanter un peu n'importe quoi. C'est comme, j'en ai juste besoin pour crier quand ça me tente de crier. En gros, c'est pas mal ça. Là. Ah, puis ça marche super bien. T'es fin. Yann, on approche déjà l'heure de l'entrevue. On va se diriger tranquillement vers les chansons que tu m'as envoyées. Je sais pas si tu veux nous en parler un peu plus en profondeur des deux tunes de Dude. Pourquoi tu as choisi ceux-là, puis qu'est-ce qu'ils nous racontent, tes deux chansons? Pour ce qui est des tunes de 22, on parle de Regrets et puis Glitches in Our Plans. Regrets, on l'a composé à peu près une semaine avant de rentrer en studio. OK. Ça, c'est une chose que je me souviens très bien. Puis ça, c'était trop ce qu'il fallait pas qu'on fasse, qu'on faisait toujours. On pratiquait parce qu'on était pour aller en studio. Puis là, 2 jams avant de rentrer en studio, là, Frank arrivait avec un riff. C'est comme, oh man, ça c'est bon. Oh shit, puis là, on va faire ça avec ça. Puis tu composes une tune au complet en un jam, tu repratiques l'autre jam d'après. OK, on l'enregistre. Ben, ça, c'est Regrets. OK. Puis Glitches in Our Plans. Je pense que Regrets, c'est ça. Tu m'as envoyé une autre chanson pour commencer. Puis tu as dit, non, Regrets. OK. Bon, ben, tu vois, ça a tourné d'être, je pense, une des meilleures sur l'album, même si on avait pris, mettons, un mois de plus à travailler dessus, on aurait fait quelque chose un petit peu différent, en tout cas, peu importe. Mais ça, c'est Regrets. Puis Glitches in Our Plans, ben ça, c'est une tune que... toutes les années que Frank a été dans le band, on a joué ce tune-là à toutes les shows sans exception. OK. Fait que ça, c'était notre tune, c'était notre go-to song. On l'a jamais rejoué, je pense, live depuis que Frank n'est plus dans le band, mais c'est une tune qu'on jouait à chaque show sans exception. Ça a tout le temps été une de nos préférées. OK. Fait que c'est un peu ça les raisons. Si c'est question des paroles, ben Regrets, ça parle d'essayer de mieux planifier notre vie pour arrêter de tout le temps regretter ce qu'on fait. Puis Glitches in Our Plans, ben ça, c'est ça. C'est un love song d'un late teenager. All right. Puis tu nous présentes du Hall aussi en découverte. Un bon classique. C'est Scary Sad, hein, je pense? Oui, Scary Sad que tu m'as envoyé. Scary Sad, tout le monde, ça, c'est la Stairway to Heaven du punk rock. C'est indéniable. C'est une des meilleures tunes qui a jamais été écrite, autant musicalement que les paroles, si tu veux... Man, si tu veux être un homme puis pleurer, lis les paroles de ce tune-là en l'écoutant, man, puis... Man, bonne chance. Quelque chose. Ouais, c'est ça. Ben, Bill Stevenson, qui est à mon avis le number one poète du punk rock de loin. S'il y a quelqu'un qui vient me chercher ici, là, puis il faut que je me retienne pour comme pas... c'est Bill Stevenson. Mais dans ce tune-là, il y a beaucoup de ça. Puis l'autre chose qui est super intéressante de ce tune-là, puis cet album-là, pour ceux qui jouent de la musique, mettons, moi, j'ai découvert cet album-là quand j'avais peut-être 14-15 ans. OK. Tout de suite accroché parce que c'est tellement catchy, c'est tellement poppy, c'est du punk rock, mais c'est pas du punk rock en même temps. C'est bubblegum, ça n'a pas d'allure, tout ça. Puis là, plus tard, je me suis rendu compte, holy shit, puis ça a l'air bien simple comme musique, mais quand tu apprends à jouer de la musique, puis tu joues de la musique, tu te rends compte à quel point c'est complexe, ça n'a juste pas d'allure. Il y a comme, dans la plupart des tunes sur cet album-là, il y a comme 2 tunes qui se passent. Tu as la bass avec le drum, puis tu as comme la guitare avec la voix, puis des fois ça s'interchange, whatever, mais même c'est 2 tunes complètement différentes, là, ça qui somehow, qui link ensemble. T'sais. Puis ça, c'est un très bon exemple de ça, cette tune-là, Scary Sad. Je trouve ça le fun, ça, tu sais, j'écoute dernièrement sur YouTube, je suis tombé sur une chaîne YouTube d'un prof de bass, okay? Puis il réagit à des chansons qu'il entend pour la première fois, puis des affaires de même, puis il essaie d'expliquer un peu les chansons. Puis là, il avait jamais écouté du Rancid, mettons, puis là, il écoutait Maxwell Murder. Okay. Il y a une petite ligne de bass là, dans cette tune-là. Puis il dit voir la face de. À un moment donné, il arrête, il met ça sur pause, puis carrément, il dit je pensais pas que les punks avaient quelque chose à faire de la théorie. C'est que oui, il y a ce cliché-là dans le punk que tu sais pas jouer de la musique, joue du punk, ça va le faire. Mais en même temps, il y a tellement des bons artistes dans le punk, pis
tu sais, tu vas chercher du Propagandhi, mais c'est des maths, là, carrément. Là, c'est incroyable. Puis je sais pas si plein de bons artistes. On a fait une petite tournée avec Propagandhi avant Dudes. Je pense que c'est en 2001 ou 2002. Justement, sur leur tournée de Today's Empire, Tomorrow's Ashes. On a fait une mini-tournée, là, quelques dates au Québec. Puis moi, tout ce que je connaissais de Propagandhi à ce moment-là, c'était leur album avant, How to Clean Everything. OK. Oh non, il y en a eu 2. Mais en tout cas, peu importe. J'aime vraiment pas cet album-là. J'ai jamais aimé cet album-là. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme, voilà. Mais je suis devenu tellement un gros fan de Propagandhi, mais après qu'on ait fait la petite tournée avec eux autres. Mais j'ai quand même regardé jouer à chaque soir, puis j'étais comme, what the fuck. Ah, c'est des machines. Ça va l'allure. À ce moment-là, juste une guitare. Moi, j'aime mieux ça, une guitare. Ça, c'est juste un goût personnel, mais même de le voir jouer partout sur le manche en chantant, j'étais comme, aïe, on a vu des choses, man, pendant ce tour-là. Ça n'a pas l'allure. Ouais, c'est sûr, man. Vous avez dû en voir pas mal d'affaires. des belles histoires. Puis ça, c'est de quoi qui est revenu au Québec, justement, après la pandémie. Il y a des tournées québécoises. Mm-hmm. Ça, c'est hot. Ça faisait des années que les bands ne faisaient plus de tournées québécoises. Mm-hmm. Puis là, on dirait qu'il y a un petit réseau qui s'est fait. Puis là, Chris, les bands commencent à... Je trouve ça cool que le monde, c'est un peu... tu sais, c'est les promoteurs qui vont travailler ensemble. Ça revient moins cher de faire venir un band puis de faire une petite tournée. Puis je trouve ça le fun là, que ça revient. Puis que aussi les bands locales se lancent un peu plus dans ça, de partir un peu plus, vraiment comme vous avez fait avec Our Darkest Days, de vraiment se faire un tour puis de le faire. Je trouve que pas juste partir, on va faire un show. On va faire un show. Mais je pense que ça l'amène aussi quelque chose à travers la scène. Ça amène une communion à travers les bands aussi parce que vous vivez des expériences, vous vous promenez. Puis, en tout cas, je trouve que c'est très bénéfique pour la scène, justement, que ça revient. Ces affaires-là. Moi, je sais pas si je t'ai déjà dit, mais j'ai commencé un peu comme ça parce que quand mon premier band avant 22, ça s'appelait Third Fall. Puis on jouait tout le temps à Saint-Jean. Mais j'ai connu Greenland, les productions Greenland à travers la musique, évidemment. Puis eux autres, on était le band, mais on était aussi le promoteur. Fait qu'on bookait les shows à Saint-Jean. Fait que j'ai booké un paquet de bands à Saint-Jean. J'ai booké Jughead's Revenge, 22 Jacks, Bloodhound Gang, un paquet de ces bands-là. Même un peu dans le hip-hop. J'ai booké Rain Man un moment donné. Okay. J'ai fucking booké Simple Plan, le premier show qu'ils ont fait, en tout cas à Saint-Jean, sous Simple Plan. Mais l'affaire, c'est que à cause qu'on faisait ça, des fois, Greenland nous donnait des petites tournées. Fait que le band venait, mettons Chucky's Revenge, il venait, puis là, il jouait à Montréal, puis après ça, il faisait Saint-Jean, Drummondville, Trois-Rivières, Québec, whatever. Puis là, nous autres, on embarquait sur le reste des shows, mais ça, c'était à cause que j'étais booker dans ce temps-là. Ouais, mais oui, c'était ça le concept. Tu le prends quand ça passe. C'était ça le concept. Le band venait, il faisait un gros show à Montréal, puis après ça, un paquet de petits shows partout ailleurs. Ah ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup, man, d'avoir pris le temps. Avant qu'on se lâche, il y a un nouveau follow. Merci, Cynthia, de nous suivre. Cine Brochu, 28, qui nous suit sur Twitch à Star. Merci, Madame 28. D'être là. Puis on se laisse sur les 2 chansons de 22, puis la chanson de Hall. Puis à la prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là. Thanks, man. Merci beaucoup. Doesn't exactly shake. You never know.
you made me take. And I remember every word you said when you tried to make me want you back. And I remember every message left. I didn't even take your calls. It's not easy for you to spill your guts. I only made you cry until I never did. You were too young to know what it meant for me to lose someone like you. I really wish that I could say I tried my best to understand. There were glitches in our plan. I really wish I took the time to get to know you as a friend. There were glitches in our plan. I really wish I could believe I've done my best to understand. But there were glitches in my mind. You're so much younger than I am. I should have only been your friend. There were glitches in our plans. I really wish that I could say I tried my best to understand. There were glitches in our plans. You're so much younger than I am. I should have only been your friend. There were glitches in our plans. Glitches in our plans. Glitches in our plans. On my mind, but there's no shade. Scary, sad days out of my mind. Always on time, but there's no time to bring the scary, sad girl back to life. None in the hood, some of the things she did seemed almost nice. I can't stop the blush when things are bright. And I'm too scary, sad to cry. Feeling so strong, that she's got me so wrong. All those scary, sad things, those scary, sad things. Every time she slid her wrist, I wish she'd hit instead of missed. Every